bienvenue à cette cérémonie qu'on a essayé de rendre la plus, on va dire, dynamique possible. Donc, vous allez voir qu'on a prévu pas mal de petites choses. On a un temps qui est normalement calé sur 1 heure. Je pense qu'on va être un petit peu plus long que ça. Donc voilà, mais l'idée, c'était aussi de pouvoir faire le tour du sujet. Donc au nom de ID l'Info Durable, de l'association de la finance responsable et puis du cabinet d'analyse financière Deep Invest, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à ce palmarès. Je vais commencer par me présenter. Je suis Marc Sartori, même si on connaît un certain nombre d'entre vous dans la salle. Marc Sartori, je suis le président fondateur du cabinet Deep Invest. Deep Invest est un cabinet spécialisé sur les fonds immobiliers ouverts, donc SCPI pour l'essentiel, mais on fait aussi d'autres choses et on fait de l'analyse financière et extra-financière. C'est l'objet de notre présence ici. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui parce que on a essayé de vous trouver un bel endroit qui soit à la fois central pour tous les participants et puis qui permette aussi d'être retransmis en direct, puisque l'ensemble de la cérémonie est actuellement déjà retransmise sur le net. Et puis, il y aura aussi, pour les usages divers et variés que vous voudrez en faire, il y aura un replay qui sera mis à votre disposition dans les jours qui vont suivre. L'immobilier, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. On ne va pas noircir le tableau sur la partie durabilité, mais on va commencer par dire quand même que l'immobilier, c'est l'un des plus gros consommateurs d'énergie dans le patrimoine, enfin, au niveau français. Et qui dit gros consommateur d'énergie dit évidemment gros producteur de gaz à effet de serre. Les experts du GIEC ont définitivement conclu sur le lien qui pouvait être fait entre les gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Ce n'est plus l'objet de débat. Et donc, ça veut dire que globalement, l'homme a une responsabilité assez substantielle dans cette dimension. Donc, une fois qu'on a dit ça, bien, à partir du moment où on parle de ce constat-là, on se dit derrière, si on propose de l'immobilier durable, ça veut dire que derrière, on va pouvoir contribuer à changer la donne telle qu'elle est plus ou moins prévue dans les prévisions un peu sombres qui nous attendent. Et l'objectif de cet immobilier durable, c'est de pouvoir faire en sorte que derrière, on arrive à infléchir la tendance nationale et même internationale. Donc, dans ce cadre-là, en fait, nous, au cours de cet événement, l'idée, c'est de balayer très, très vite quelques thématiques de durabilité. Et vous verrez qu'il y a les palmarès, il y aura les remises des prix, bien sûr, pour l'ensemble des gérants, mais il y a aussi des interpodiums qu'on a tenus à mettre en place, parce que dans cette dimension de durabilité, il y a aussi une dimension de s'approprier le sujet pour ensuite en ramener un peu chez soi. Alors, chez soi en entreprise, mais c'est chez soi aussi en tant que particulier. Et donc, c'est cette démarche qui a prévalu et qui a fait qu'on est… alors, je suis aujourd'hui le porte-parole, mais je suis le représentant aussi des trois associés et des trois partenaires de cet événement. ID l'Info Durable, qui est un média national spécialisé sur la durabilité et qui va venir se présenter un petit peu plus tard. L'Association des acteurs de la finance responsable, qui est une association professionnelle spécialisée dans le monde de la finance, mais avec des intervenants qui sont à la fois des conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi au sein des gérants, des asset managers. Et puis, nous, cabinet d'analyse financière Deep Invest, où on est, nous, sur la partie analyse, quantifier le marché et puis essayer de proposer des éléments pour faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver dans un marché qui peut être parfois un peu complexe à appréhender. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est regroupé les trois partenaires ensemble? En fait, on est parti du constat que c'est trivial, mais il n'y avait pas de palmarès de la durabilité sur la dimension immobilière. Il y avait des prix comme ça qui étaient distribués, mais l'idée, c'était vraiment de faire une réelle démarche d'analyse quantitative et qualitative de ce qui se passait sur le marché. Deuxième élément, si la zapette marche, voilà. Deuxième élément, on s'est rendu compte aussi qu'il était difficile de promouvoir cette thématique auprès, alors soit des investisseurs finaux, mais aussi auprès parfois même en interne au sein de gérants qui peuvent être
un peu dans les éléments classiques de langage. Et l'élément essentiel classique de langage, c'est la rentabilité, qui est souvent demandée par l'ensemble de la place et qui n'est pas forcément associée avec d'autres éléments. Alors évidemment, la rentabilité, tout le monde en parle et il faut évidemment en parler, mais il peut y avoir aussi d'autres éléments à mettre en place. Et dans cette dimension, on s'est rendu compte que c'était très difficile pour l'ensemble des acteurs de la chaîne de parler de durabilité. Et c'est aussi l'objectif de pouvoir plus facilement communiquer sur cette dimension. Parce que c'est vrai que si on attend la réglementation pour clarifier tout ça, ça va être un petit peu fastidieux. On a une réglementation qui est quand même assez on va dire assez étendu. On a listé 2-3 noms, hein, SFDR, CSRD, taxonomie européenne, enfin voilà, j'en passe et des meilleurs. Donc c'est toujours un peu plus compliqué. Et pour le particulier investisseur final, au bout du compte, c'est pas forcément beaucoup plus clair dans son approche et dans sa démarche s'il souhaite le faire. Ce qui fait que globalement, c'est ce besoin qui a caractérisé les trois. Alors, idée l'info durable, c'était important qu'il soit dans la barque parce que il y a toute la dimension communication nationale qui était importante à associer dans cet événement et c'est ce que ce média apporte. La partie association des acteurs de la finance responsable était aussi essentielle parce que c'est une dimension professionnelle avec des professionnels à peu près tous les niveaux. Et puis nous, sur la partie technique, qu'est-ce qu'on apporte? Eh bien, on apporte de l'information qualifiée, calibrée. Alors, dans le détail, alors, je ne vais pas faire une présentation d'un quart d'heure là-dessus, rassurez-vous. L'idée, c'est simplement de montrer qu'en fait, ce palmarès, c'est d'abord au cœur de tout ça une analyse financière spécifique. Les DIPT Index durables, ils sont caractérisés. C'est une notation sur 100 points qui est réalisée chaque année en prenant comme base, on a un peu plus de maintenant 13 000 immeubles dans nos bases de données qui sont tous renseignés par la plupart des gérants de la place et qui vont nous permettre en fait d'analyser à la fois le fonds, puisqu'on a une démarche exhaustive au niveau du patrimoine du fonds, mais aussi, puisqu'il y a une démarche à côté qui est sur le gérant. On peut avoir l'approche du gérant dans la thématique de durabilité. On peut avoir un gérant qui a un patrimoine qui est ancien, qui a pris conscience que ce patrimoine était ancien, et qu'il essaye de le changer, alors soit en le vendant, après il y a plusieurs stratégies qui peuvent se mettre en place. Et donc l'idée, c'est d'essayer de retranscrire tout ça dans ces analyses annuelles que nous réalisons. Alors, je ne vais pas détailler tout l'ensemble, mais simplement pour dire sur ces 100 points, le gros pilier, c'est la dimension environnementale, puisqu'on est pratiquement à 50 points. Et puis ensuite, derrière, vous avez les deux autres dimensions qui sont un peu moins présentes sur la partie immobilière, sociale et gouvernance. Et puis derrière, on a le dernier pilier qu'on a nous rajouté dans cette méthodologie qui est inspiré de l'ensemble d'analyses internationales et puis aussi nationales. On a la dimension risque d'impact qui est en fait de dire j'ai un patrimoine et quelle que soit la performance du gérant, même si c'est un gérant qui est extraordinaire, s'il est dans une zone, par exemple, à risque sismique ou s'il est dans une zone à risque cyclonique, eh bien, il aura beau faire tout ce qu'il faut, les risques restent présents, restent latents sur ce patrimoine immobilier. Et donc, c'était intéressant aussi d'avoir cette dimension-là. Donc, les 100 points, ils sont répartis de cette manière et ça permet vraiment d'avoir une idée assez précise de ce qui se passe à l'intérieur et surtout d'avoir une méthodologie unique pour l'ensemble du marché, ce qui est quand même, rassurant aussi pour les utilisateurs de ces scores. Voilà pour la petite partie méthodologique. On est rassemblés aujourd'hui parce qu'il va y avoir 5 podiums. Alors, on vous les présente comme ça, vous les aurez vus une fois et on va après revenir. Premier podium des bureaux. Le deuxième podium qui sera les SCPI du commerce et diversifié. Le troisième podium sera les SCPI thématiques. Vous en aurez un autre sur les résidentiels. Et puis, le dernier podium qui est dédié en fait aux conseillers en gestion de patrimoine qui ont bien voulu voter tout le mois de décembre quand on a lancé l'événement. On a une belle participation et on a des alors sur la méthode, on y reviendra juste après, mais en gros, ce qu'on leur a proposé de faire, c'est de voter parmi toutes les SCPI qui avaient obtenu plus de 50 sur 100 à notre indice de performance durable.
Comme ça permettait un peu de filtrer le marché et puis en même temps de voir ce que eux préconisaient dans leur choix et dans leur démarche, ce qui était aussi intéressant côté gérant pour voir le travail qui restait à parcourir sur ce segment de distribution. Alors normalement, si je clique là, allez, voilà, on pourra voir tout juste après. En attendant, on va révéler le podium de SCPI durable du bureau. Alors la place numéro 3, elle est occupée par deux gérants, Advenis avec Elialis et Forum Orion. Alors sur la mécanique, je vais vous demander de venir chercher vos prix. Pour que ça prenne peu de temps, on n'interviewera que le premier. Je sais que ça va être temps, mais comme ça, on n'a pas trop de choix. Et puis après, vous pouvez aller prendre des photos là, qu'on met à votre disposition à l'événement. Donc, je crois que pendant qu'ils m'ont appelé hier soir, il ne pouvait pas être là ce matin, je suis désolé. Je pense que je ne sais pas qui veut venir. Voilà. Une belle troisième place avec 62%. Le numéro 2, pareil, avec un taux de 69%, une facture Europe centrale qui est vraiment pareil. Voilà. On verra l'occasion aussi. Et puis le dernier mais le premier en fait, dit qu'on arrête et Novax Neo avec la meilleure score du marché, 70 sur 100. Venez, on va se mettre là. Hop. On m'avait dit de faire attention, mais voilà, c'est ça, c'est moi mon problème. Tenez, voilà. Je vais vous laisser le micro, 2 petites minutes comme ça. L'idée, c'était aussi d'avoir un peu un ressenti sur… je sais que vous êtes un acteur assez engagé dans cette dimension durabilité. Comment est-ce qu'on fait pour s'engager dans la durabilité quand on est gérant de SCPI de bureau à l'heure actuelle? Alors déjà, merci Deep Invest et merci pour ce prix parce qu'en fait, c'est un travail de long terme. Comme vous savez, chez Novaxia Investissement, on a plus de 17 ans d'existence et on a toujours été engagé sur la durabilité. Donc, c'est un point qui nous tient à cœur. Alors, Novaxia Neo, comment on fait quand on est sur du bureau? Alors, on est bureau, mais pas que. On est SCPI diversifié. Aujourd'hui, en fait, c'est un engagement et le travail de toutes les équipes coordonnées. Donc, aussi bien, on a une équipe de durabilité de 5 personnes qui regardent de près tout ce que l'on peut engager. On a également à la manœuvre les équipes d'investissement, l'asset management. Donc, nous, on va en fait, bien entendu, investir des CAPEX et voir comment on peut réduire et comment on peut mettre de l'impact. Donc, je vais donner, pour faire simple, 2 exemples. Comme ça parlera au plus grand nombre. On va, par exemple, équiper tous nos immeubles de petits capteurs AccuSpot qui va mesurer la consommation d'énergie. Et l'intérêt, c'est qu'avec cette utilisation, généralement, on réduit de 15% la consommation d'énergie. Et en 2024, on va changer également tous nos immeubles. On va les équiper de pompes à chaleur pour faire également des économies au niveau du CO2. Et notamment, on a mesuré déjà sur un immeuble, on a plus de 80%. Alors là, c'est quand même assez flagrant d'économie. Donc, on va être aligné, tout ça pour être aligné aussi sur les accords de Paris. Donc, voilà pour 2 exemples pour illustrer ce que l'on fait sur la SCPI Néo. Ok, très bien. Bon, 80%, effectivement, c'est assez impressionnant. Alors, le quotidien, comment ça se matérialise? Vous nous avez déjà partiellement répondu à cette approche-là. Écoutez, tout est dit. Merci beaucoup. Merci je vous laisse à regagner tous. la place. Merci N'hésitez pas à beaucoup. aller prendre des photos à l'arrière. Merci. Alors, je vais appeler notre partenaire. Alors, ce n'est pas Valère qui sera là parce qu'il est à la radio en ce moment même. Il sera là un petit peu plus tard. Il va nous rejoindre à la fin du podium. Mais j'ai la chance d'avoir Max Morgan qui est
sont bons. Max, deux représentants, voilà, Sophie Vaux et Max Morgan. Sophie qui est la directrice commerciale, c'est bien ça, et puis Max qui est sur toute la partie rédactionnelle et rédaction. Alors, on avait prévu des questions, elles sont listées, je vais les lire, mais partiellement. L'idée, c'était surtout de, de, de pouvoir appréhender comment est-ce que ce média spécialisé sur le développement durable a fait le lien avec on va dire la dimension financière, ce qui n'est pas forcément toujours très naturel, ou au moins vous vous êtes lancé il y a un moment, mais il y a quelques années, c'était pas forcément, le lien n'était pas forcément toujours très facile à faire. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez fait ce lien-là? Bonjour, bonjour à tous. Alors oui, pourquoi l'argent? Réponse assez classique, mais parce que c'est le nerf de la guerre, même quand on parle de développement durable. Donc sans rentrer dans les chiffres, que les intervenants ici connaissent sûrement mieux que moi, on sait que pour financer la transition écologique et pour qu'elle soit juste, il faut mobiliser des sommes absolument colossales pour investir dans des énergies vertes, dans l'éducation, dans la santé, pour rénover des bâtiments et pour mettre à l'échelle des solutions très concrètes. Donc, plus globalement, il s'agit aussi de repenser au moins en partie la façon dont on alloue les ressources financières pour accompagner la transformation de pans entiers de l'économie. Donc voilà, l'argent, c'est un levier absolument indispensable pour changer les choses. Et ça, un certain nombre d'acteurs l'ont compris aujourd'hui. Donc avec beaucoup d'initiatives qui ont été menées ces dernières années, notamment avec la structuration d'une offre assez poussée de produits financiers dits responsables, avec des entreprises qui jouent de plus en plus le jeu, avec des régulateurs qui poussent pour l'intégration de sujets extra-financiers dans les décisions d'investissement, et avec des investisseurs qui sont très intéressés, notamment les particuliers, mais qui n'ont pas toujours les clés pour naviguer dans cet écosystème. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse apporter un petit peu cette pédagogie autour de ces sujets. Et aujourd'hui, ça paraît compliqué, voire impensable, en fait, de parler de développement durable sans traiter le sujet de l'argent. Donc voilà pourquoi cette place dans notre éditorial. C'est ce qui est important, justement, c'est le relais qui peut être fait à la fois sur la partie conseiller en gestion de patrimoine, parce que vous avez beaucoup de CGP qui sont inscrits chez vous, et en même temps aussi du particulier investisseur. Donc, c'est cette dimension-là qui est intéressante. Alors, il y a une deuxième, il y a une verticale, puisque vous avez poussé la démarche jusqu'à en faire une verticale version papier. Oh, mon Dieu, ça existe encore le papier? Comment vous faites ça? Exactement, donc c'est Investir durable, c'est un magazine qui fête ses 5 ans cette année, qui en est à son 15e numéro qui va sortir en septembre. Donc c'est un magazine dédié à l'investissement socialement responsable et plus généralement à la finance durable, et qui s'adresse en particulier, mais pas que, aux conseillers financiers, dont on sait qu'ils restent les principaux interlocuteurs en fait des épargnants pour avoir des réponses déjà sur les produits financiers et sur les produits financiers responsables, mais qui eux-mêmes doivent voir clarifier un certain nombre de notions, d'acronymes, de réglementations qui se mettent toujours en place. Donc pour nous, l'idée, c'est vraiment d'offrir cette pédagogie. Donc le magazine se structure assez simplement en deux parties, avec d'un côté des ressources très concrètes, un mode d'emploi, des définitions. Ça sont les clés de lecture. Et d'un autre côté, des réflexions pour pousser un petit peu justement la pensée un peu plus loin, avec un grand dossier, donc cette année qui sera consacré à la question de l'engagement actionnarial, qui est un levier très important, et des entretiens avec des acteurs académiques, avec des ONG, puisque c'est aussi important de les faire intervenir autour de ces sujets qui sont passionnants, mais qui posent encore beaucoup de problèmes de visibilité, de lecture pour les épargnants. Imprimé à 15 000 exemplaires, et c'est un magazine qui est gratuit. Donc, vous pouvez télécharger notre PDF sur notre site internet, ou par simple demande par mail, vous pouvez également le recevoir directement chez vous, suppli adressé. Ok, très bien. Donc une vraie démarche qui est intéressante parce qu'elle est complète dans cette dimension de finance. Et c'est vrai que c'est une visibilité intéressante. Et il y aura, je crois, sur Patrimonia. Alors, il est toujours sur Patrimonia. Hein, il était déjà 2023. 2024, il sera sur Patrimonia et il sera disponible. Et il y aura des pages dédiées sur le palmarès que vous êtes en train de vivre en ce moment. Vous mettez un petit reminder et on vous fera des petits mails pour ça. Merci beaucoup.
Merci. Allez, on va être sur le podium des SCPI durables de commerce et diversifié. Alors, pourquoi commerce et diversifié? Parce qu'en fait, on avait trop de podiums, alors il fallait qu'on en fasse un peu moins. Donc, on a associé ces deux podiums. Non, ça, c'était pas la blague. Et c'est parce qu'en fait, on a quand même la dimension commerce qui est maintenant diluée dans beaucoup de SCPI. Et cette dimension pure commerce, qui était la deuxième catégorie jusqu'à présent, est en train quand même de se diluer, de réintégrer un certain nombre. Alors, il y a quelques SCPI qui sont pure commerce, mais il y en a quand même un certain nombre qui sont vraiment en train de récupérer cette dimension. C'est pour ça qu'on a fait un commerce diversifié. C'est jamais. Allez, troisième du podium, on a la FPFO de Perial. Il va retrouver Perial dans la salle. Ah, merci. Alors, on va vous trouver le numéro 3. Le numéro 2, on a Hiroko. On va le retrouver dans la salle. Numéro 2 avec un 60%, on a vu, très loin, un deuxième numéro de pardon, excusez-moi, qui est Panther, c'est pratiquement tout avec aujourd'hui. Et puis le premier de ce podium diversifié, Transistor Europe, de Marc Reign, dans le Yann, alors, je prends le clic, là, voilà, un beau prix. Donne le micro, tu vas avoir le droit à répondre à la question que tu as pour donc, en fait, l'idée, c'était de regarder. Alors, ça va être un peu les mêmes questions qu'on va poser, mais parce que chaque gérant va avoir forcément des approches qui peuvent être différentes, surtout en fonction des secteurs et des segments. En l'occurrence, chez Arkea, comment ça se décline, la durabilité de votre côté? Alors, sur la partie conso d'énergie, je dirais que c'est la base. La vraie difficulté, c'est qu'on a ces pays européens hors France. Et donc, vous savez, il n'y a pas d'harmonisation au niveau européen. Et donc, il faut trouver des référentiels. Et c'est là la vraie difficulté sur la consommation d'énergie. Mais je dirais que c'est la base. Nous, on a fait un gros effort sur la biodiversité, qui est un enjeu qui n'est pas encore bien vu. Moi, ça a été une sensibilisation et c'est là où les formations sont utiles. Quand j'ai eu une formation sur la biodiversité, je n'avais pas cette conscience de l'impact de la crise de la biodiversité. On parle toujours de la crise du réchauffement climatique, mais l'enjeu de biodiversité est bien plus important que l'enjeu du réchauffement climatique. Et donc, on a décidé d'agir sur le sujet. On fait faire des études systématiques par des écologues qui vont nous accompagner. Donc, ils font un rapport sur les actifs en listant toutes les espèces présentes et en essayant et en mettant des préconisations pour renforcer le potentiel de biodiversité du site. Et l'avantage, c'est que ça peut se pratiquer sur tout type d'actifs. Sur des actifs logistiques, on peut très facilement aller créer des zones humides en mettant un étang, une mare, en mettant des haies, en mettant pas mal de choses différentes sur du bureau. Voilà. Et donc, on a décidé de mettre l'accent très fort sur la biodiversité et ces écologues vont nous aider tous les 3 ans. Ils reviendront et ils feront un bilan de ce qu'on a fait, si ça a apporté ses fruits. C'est des choses très concrètes qui ne sont pas très intensives en CAPEX en fait et qui peuvent avoir un impact très fort en fait sur la biodiversité du site. Et le deuxième enjeu sur lequel on essaye vraiment d'appuyer fort, c'est tout ce qui est résilience au changement climatique. Quand on achète des immeubles aux Pays-Bas, c'est pratiquement obligatoire. Donc on fait des études systématiques avant l'acquisition sur la résilience au changement climatique. Et donc l'impact, risque inondation, risque submersion, ce genre de choses. Et parce que il y a un enjeu d'assurabilité des sites à moyen terme. On sait très bien qu'il y a des sites qui restent d'être plus assurables à moyen terme. Et donc, faire en sorte d'avoir cette analyse avant. Et on est organisé. Alors, on n'a pas de responsable du développement durable. En fait, on a décidé d'intégrer ça à toutes les équipes. Toutes les équipes, à part l'équipe commerciale, ont des objectifs de développement durable et c'est piloté par le gérant en collaboration avec une société qui nous aide, alors qu'il y a une filiale du groupe qui s'appelle Onata, qui a une équipe spécialisée dans le développement durable et qui nous accompagne sur le sujet. Et donc, c'est l'avantage d'avoir créé une société de gestion il y a 2 ans, c'est qu'on a pu mettre en place des choses
très, je dirais, innovante parce qu'on partait de rien et donc c'est toujours plus facile, on en a conscience, hein, quand vous commencez à mettre en place des choses sur 2-3 actifs. Oui, Ça vous permet le de poids de généraliser. l'historique peut avoir Exactement. introduire une certaine lourdeur dans la prise en compte de tout ça. Ok, très bien. Bon, bah, merci beaucoup, Yann. Je vais laisser la parole au deuxième partenaire, alors qui a la particularité d'être partenaire en tant qu'association des acteurs de la finance responsable, mais aussi CGP de son État. Simon Lolmet, associé fondateur de la société Origami et représentant des AFR ici présents. Je te laisse la parole. Merci Marc. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents aujourd'hui. Alors, je m'appelle Simon Lolmet, j'ai créé Origami Group, mais aujourd'hui, je me présente devant vous comme un représentant des AFR. J'ai 2 objectifs, c'est de vous présenter ce que sont les acteurs de la finance responsable et c'est de le faire en moins de 2 minutes pour tenir le timing, éviter de dire trop de bêtises. Alors, les acteurs de la finance responsable, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de professionnels du monde de la finance qui sont aujourd'hui conscients des enjeux qui sont les nôtres, engagés, mais qui se sentent un peu isolés et qui se sont dit, si on se regroupait tous ensemble, on aurait peut-être une voix qui porte. Et donc aujourd'hui, cette voix, elle est portée par des actions de lobbying, notamment la réforme du label ISR, et par des actions de formation, comme le certificat finance durable sur lequel nous avons travaillé. Au sein des AFR, il y a également un groupement de CGP, CIF, engagés. On est une 60aine aujourd'hui. Et ces 60 CGP, ils ont soit l'envie d'aller plus loin dans leur démarche responsable, soit ils sont conscients que leur modèle doit évoluer pour s'adapter aux nouvelles règles du jeu. Et donc, ils viennent chercher de la formation, du partage d'expérience, de l'aide à la sélection et également de nouveaux partenaires qui seraient capables de les aider dans cette transition. Il y a 5 podiums, 3 partenaires par podium. Je pense qu'il y a quelques partenaires au sein de la salle. Et également, un sujet assez compliqué pour nous, c'est la réglementation. Peut-être que c'est aussi compliqué pour vous. En tout cas, nous, c'est difficile aujourd'hui et on fait intervenir des acteurs qui nous aident sur cette compréhension de la réglementation. On est heureux de pouvoir participer. On est évidemment heureux de pouvoir co-organiser cet événement. Et je pense que j'ai tenu mes 2 minutes. Merci à tous. Parfait. Bon, efficacité redoutable. Allez, code juridique et système durable thématique. Alors, dans ce podium, vous allez retrouver la notion de thématique, c'est une déclinaison soit du tourisme, soit de l'hôtellerie, soit de la logistique ou d'autres acteurs qui peuvent éventuellement choisir cette verticale plus spécifiquement et se concentrer sur cette dimension de marché. Alors, la troisième place, elle est tenue par Albéran avec Activino, je crois que c'est pas là aujourd'hui, avec 57%. Et on a la deuxième place, on a 2 acteurs qui marqués pour le tourisme qui s'appelle Apple, qui est le gérant Apple. Voilà, là. Hop, je vous trouve. J'ai pas cassé. Et, tout. Voilà, c'est une dimension touristique qui est assez intéressante pour les marchés. Je vais avoir une autre sur la partie et puis les premiers podiums sont là avec PF Europe. Le voici. Alors, je vais la musique. Voilà, comme ça, on va pouvoir s'entendre. Et puis, je vais un peu te poser la même question. Je pense qu'il marche. La même question, comment est-ce qu'on décline la durabilité? Alors, Perial, c'est un acteur historique sur ce créneau. Il y a plusieurs SCPI qui sont dans cette démarche. Sur la partie PF Hospitalité, très beau score de 66 sur 100. Comment ça se matérialise au quotidien chez PF Hospitalité Europe, cette démarche de durabilité? Tout d'abord, effectivement, tu l'as dit, chez Perial, la notion de durabilité fait partie des convictions de Perial depuis très longtemps, puisqu'avec PFO2, on a lancé une des premières SCPI environnementales, c'était déjà en 2009. Et aujourd'hui, l'intégralité de notre gamme de fonds est labellisée ISR et sur des thématiques différentes.
Donc, si on en vient à PF Hospitalité Europe, elle est labellisée sur la thématique sociétale, ce qui n'était pas simple, puisqu'on part de pas grand-chose. Donc, on s'est associé à un cabinet, à un conseil, pour créer un outil qui vient mesurer la performance sociétale à la fois des actifs et du fonds au global, à travers des questionnaires et à travers des visites d'experts sur différentes thématiques comme l'intégrité des personnes, comme le bien-être des collaborateurs, la gouvernance, par exemple. Ok, très bien. Et ça se décline donc au quotidien par des gestes concrets, je ne sais pas, qui puissent être matérialisés par nos auditeurs, enfin par l'audience, mais aussi en ligne. C'est de la démarche spécifique sur, je ne sais pas, des compteurs électriques. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui peut être Alors décliné. là, on est vraiment sur du sociétal. Donc, on est sur du qualitatif et on vient le mesurer d'un côté au travers du questionnaire, mais on le double par des visites d'experts sur site pour contrôler. Et toujours dans une logique de best in progress. Ok, très bien. Bon, bah, merci beaucoup. Merci à toi. N'oubliez pas de prendre les photos pour ceux qui ont les podiums. C'est juste derrière. Si vous voulez avoir une belle photo que vous puissiez réutiliser, voilà, ça sera là-bas que ça se passe. Le podium des SCPI thématiques. Alors, je vais appeler Cédric Nicard qui va nous faire un petit focus. Alors, il faut que je te donne le micro. Il faut parler proche du micro. On m'a dit dans l'oreillette que je n'ai pas, mais sinon, ce n'est pas retransmis. Voilà. Cédric Nicard, qui est le directeur RSE et développement durable chez CBRE et qui est aussi membre ambassadeur des AFR, donc à la fondation des AFR. Et c'était intéressant, il a accepté de venir et je le remercie. C'était intéressant qu'il nous apporte sa vision à lui, parce que CBRE, je pense que tout le monde connaît CBRE dans la salle, mais enfin, je vais quand même juste planter un petit peu le cadre. C'est l'intervenant sur toute la partie commercialisation et identification et mise en relation acheteur-vendeur. Et donc, toi, tu as vu cette vague de durabilité se mettre en place. Alors, comment est-ce que ça se décline? J'ai posé 2 questions, mais je te laisse œuvrer. Et si tu as besoin de voilà. Je vais essayer d'y répondre. Merci, merci et bonjour à tous. J'ai eu la chance de rejoindre le monde de la SCPI il y a une grosse douzaine d'années. Alors, pour se le remettre en contexte, c'était sortie de crise et puis époque de Jean-Louis Borloo superstar avec le Grenelle de l'environnement, les premiers grands objectifs de rénovation énergétique du parc existant, ce qui était quand même une révolution dans le droit français. On a toujours été très bon dans comment on conçoit et comment on réalise un bâtiment neuf performant, mais sur l'existant, il y avait quand même un petit trou dans la raquette. Et j'ai vu avec ces années le monde de la SCPI évoluer de manière ultra rapide. Déjà dans l'intégration des sujets environnementaux, et on y reviendra, mais également dans la place qu'occupent aujourd'hui les SCPI chez les Français, à la fois dans leur placement. Ça reste un placement largement en vogue, et également, indirectement ou plus directement, dans leur lieu de travail. Moi, le premier, j'ai la chance sur Toulouse de travailler dans un bureau propriétaire d'une SCPI. Donc, dès qu'on prend un peu cet exercice de recul, on voit la place que vont avoir les SCPI. Plus récemment, on a vu une phase d'accélération assez massive de la mobilisation volontaire des acteurs des SCPI. Et je tiens à rappeler ça parce qu'au-delà du cadre réglementaire qui avance avec une certaine inertie, pas forcément beaucoup de visibilité, si on reprend l'exemple du Grenelle de l'environnement, c'est quelque chose qui a eu lieu en 2010, les premières annonces d'obligation de rénovation énergétique qui se sont vraiment retranscrites dans les faits à peu près 10 ans après. On ne peut pas vraiment piloter une SCPI ou tout autre produit immobilier avec la latitude de dire dans 10 ans, peut-être ça va venir, peut-être ça ne va pas venir. Si on se remet en 2017 notamment, l'ASPIM et l'ensemble des gérants ont pris l'initiative volontaire de se dire, en fait, on ne va pas attendre que la loi arrive, on va travailler ensemble et on va se faire une religion autour de ce qu'est la durabilité pour une SCPI. Donc avec une charte qui a été rédigée, partagée, engagée par les gérants, qui ensuite s'est assez vite déclinée sous le pilotage de l'ASPIM avec un certain nombre de gérants volontaires dans ce qu'aujourd'hui le label ISR décliné à l'immobilier, qui a été une révolution pour les gérants et qui a permis, parce qu'il faut aussi en être fier, de redorer le bras de blason d'un label
qui n'avait pas non plus la meilleure réputation à l'époque, parce qu'il avait été créé pour les valeurs mobilières et qui n'a pas été mis à jour dans le temps à mesure que les pratiques évoluaient. L'arrivée des gérants immobiliers a permis de repositionner ce label-là comme un label exigeant, ambitieux. Un label qui est aujourd'hui en train d'être réécrit et qui, je n'en doute pas, poursuivra sa quête de l'ambition et de l'exigence. Et plus récemment, moi, ce qui me marque particulièrement, c'est de voir l'exercice de transparence que vous, en tant que gérant notamment, arrivez à faire sur ces exercices de reporting envers les associés des SCPI. Ce qui est assez natif, évidemment, avec la SCPI. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que finalement, je suis peut-être un des rares à qui ça arrive, mais je prends un vrai plaisir, un vrai kiff à lire les rapports de gestion ESG, parce qu'en fait, ça raconte des histoires. Ça raconte des histoires. Et quand on lit un rapport de gestion d'un fonds non immobilier, je ne m'éclate pas autant. Le rapport d'une foncière cotée, je ne m'éclate pas autant non plus. Il est un peu long. Mais autour d'un produit SCPI, il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui ramène vraiment un objet concret et à une histoire. Aujourd'hui, les SCPI en particulier, on les voit effectivement à la croisée des chemins. Il y a cette réglementation technique, décret tertiaire, décret BACS, etc., qui vient forcer le sous-jacent à s'améliorer à rythme rapide, à mobiliser des CAPEX notamment, mais pas que. Et les réglementations européennes qui vont toucher les gérants des fonds, toute la chaîne de valeur, y compris les CGP, donc avec plus de reporting, plus de transparence, plus d'action proactive et d'intégration des risques extra-financiers dans la gestion. Et on a évidemment le marché, les épargnants qui poussent pour plus d'ambition. Donc, à la croisée de ces chemins-là, on voit les SCPI vraiment tirer leur épingle du jeu. Et puis, un des bons exemples, c'est aussi qu'on est là aujourd'hui pour illustrer qu'il y a des choses qui se font, que chaque fonds, chaque gérant avec sa signature, que vous partagez entre vous. Et je ne peux que vous encourager à continuer. Merci. Merci Cédric. On a trouvé un deuxième lecteur assidu des fonds, des rapports ESG. Bravo. Nous aussi, hein, on les lit avec autant de passion. Parfait. Eh ben, écoutez, je crois qu'on va passer. Alors, c'est résidentiel. Il y a peu d'acteurs sur ce marché, mais il y a un vrai impact sur l'ensemble du marché. C'est ça qui est intéressant. C'est parce que le marché du résidentiel, c'est un marché qui est quand même assez particulier, qui est très diffus et donc pas forcément facile à part par des réglementations contraignantes et qui font toujours débat. Dans un fonds SCPI, il est très intéressant pour lui d'être natif, compatible avec les enjeux de durabilité. Et c'est pour ça qu'il y a un palmarès. Alors, le troisième, c'est palmarès, c'est Canéo avec sa Canéo de Normandie. Alors, vous allez voir qu'il y a beaucoup de disciplines fiscales. On n'aura pas du tout. Et c'est très intéressant de les avoir parce que ça veut dire aussi que avec ces SCPI fiscales, il y a un marché qui est attaqué, qui est différent de celui des purs SCPI de rendement et une communauté. Donc, troisième, le Canéo de Normandie. Le deuxième, alors c'est un doublé, c'est en fait un Urban Premium. Dans la démarche, il y a déjà vendu, mais c'est des marques minimales. La démarche derrière qui est mise en place permet effectivement de continuer toujours cette notion de durabilité avec un plus de soutien. Je crois qu'on a un représentant de Urban dans la salle. Ouais, tout le moment, les deux. Le premier qui est donc Canéo de Normandie aussi, pour son fonds qui est lui aussi commercialisé, avec un 60 sur 100, donc on est quand même sur des aspects en termes de série, hein, globalement, on est même au-dessus des je vais passer la main à un podium à mon avis passionnant, parce que dans toute la démarche qu'on a pu voir, c'est qu'il y a de la technique, mais il y a aussi et il y a surtout de l'humain. Et c'est ce qu'on va mettre en place. Alors, on va accueillir Sophie Chanceau. Simon s'est déjà présenté. Et l'idée, c'était de mettre en avant cette dimension humaine. Allez-y, prenez place, je vous en prie. Je vais vous donner les micros.
comment est-ce que le changement, comment est-ce que la transformation sur cette dimension de durabilité peut se mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut pour l'accompagner? Parce que c'est l'humain qui est essentiel. Et je vais chercher le petit tabouret pour Sophie, c'est ça, j'arrête. Eh bien, bonjour à tous. Rebonjour Simon. En fait, comment on est arrivé ici? Parce que vous allez me dire, qu'est-ce que je fais là? On me dit qu'il faut que vous mettiez là-bas. Ah. Désolé. Sinon, ça ne rentre pas dans le cadre de la caméra. Toc. On est bien là? Oui, la technique dit que c'est bon. Oui, je disais, comment je suis arrivée là avec vous ce matin? Suite à un déjeuner avec Marc, qui me disait effectivement, qui me parlait de ce premier podium et me disait, Sophie, là, on fait face vraiment à un changement profond. On va soutenir avec ce premier podium un changement profond. Tu m'as dit déstructuration, restructuration d'un secteur, et que tout ça, c'est sans doute pas, c'est jamais que l'histoire d'expertise, en fait. Et étant donné mon métier, on est très vite parti sur le facteur humain. Et effectivement, ce qu'on se dit, c'est que bien souvent, dans une transformation, les expertises, elles sont autour de la table. Souvent, elles sont autour de la table, ce n'est pas le sujet. Ce qui va faire que ça va marcher ou pas, ça va être d'avoir conscience du facteur humain et est-ce qu'on va l'accompagner ou pas. Donc, effectivement, moi, j'accompagne plutôt des entreprises habituellement et je peux vous dire que non, on ne pense pas toujours à accompagner le facteur humain dans une entreprise. Sur votre secteur à vous, la question, c'est que là, pour le coup, ce n'est pas une entreprise, c'est un patchwork d'acteurs. Donc, la question d'avoir conscience que la transformation a un facteur humain important et qu'il va falloir l'accompagner, j'ai envie de dire qu'en y réfléchissant avec Marc, j'ai l'impression que chez vous, elle est encore plus du fait de ce côté patchwork d'acteurs. De mon côté, moi, je suis Sophie Chanceau, donc ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des individus et des collectifs dans des sujets de transformation. D'abord dans un grand groupe anglo-saxon en tant que salarié opérationnel. Puis après, j'ai carrément créé mon cabinet, et ça depuis 2010. Effectivement, il y a 3 sujets. Alors, on pourrait passer 3 jours au moins pour parler de transfo et comment on accompagne la transfo d'un point de vue facteur humain. On a 10 minutes, donc c'est un peu comme toi tout à l'heure avec tes 2 minutes. On en a un petit peu plus, mais on a 10 minutes. On a 10 minutes. Donc, j'ai choisi trois angles d'entrée que sont effectivement, le point d'entrée qui est le leader de la transformation que vous êtes. Et comment il a conscience de lui-même, comment il est dans la transformation, comment il est dans le changement, comment il se connaît. Deuxième point, comment on est capable d'embarquer les autres dans une transformation. Ça, c'est un deuxième levier. Et troisième levier que j'ai choisi d'évoquer avec vous ce matin, c'est de faire ça dans la durée, sans se brûler les ailes, parce qu'effectivement, vous êtes sur un long chemin. Comme ça restera très théorique, parce que évidemment, en 10 minutes, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, on a décidé de le faire en tandem avec Simon, qui va ramener du vécu par rapport à ces idées un peu théoriques que je vous pousse là. Comment ça se passe sur le terrain? À quoi ça te fait penser quand j'évoque ces sujets-là? Alors, effectivement, je dis le changement, déjà, ça démarre par moi. D'accord, pas moi, hein, mais vous. Et le mot-clé, c'est le mot conscience. Effectivement, quel leader je suis dans une transformation? Est-ce que je suis convaincue déjà? Ce n'est pas obligé. Hein. Je peux me retrouver effectivement dans cette transfo avec plus ou moins de conviction. Pour quelles raisons j'ai choisi de m'investir dans ces transformations durables du secteur de l'immobilier, de la finance? On parlait avec Simon qu'on peut être souvent déçu par parfois des postures d'engagement qui ne sont que des postures, qui ne sont même pas conscientes en fait. Tout le monde voit que c'est une posture, sauf la personne elle-même. Donc c'est OK en fait. À ce stade-là, j'ai envie de parler de conscience de soi et de non-jugement. Où est-ce que je suis réellement? Parce que tous les autres vont le voir. Et que moi qui crois que ça ne se voit pas. Donc c'est important de bien se connaître. Et effectivement, ce que je rajouterais là, c'est que
quand on est, et on le voit ce matin, on applaudit, on est dans le désir, on est dans le rêve, on est dans le positivisme. Mais c'est important quand on accompagne une transformation d'être aussi à l'aise avec les doutes, avec les j'y crois pas trop, avec les je sais pas comment on va faire, je suis sceptique. Voilà. Si on peut pas effectivement avoir un endroit pour poser ça, c'est mal parti. Effectivement, l'idée, ça sera d'être capable pour soi, et on va voir après pour les autres, d'être capable d'écouter ses doutes pour pouvoir être dans une logique du « et ». C'est-à-dire comment je lâche pas l'objectif, comment je vais quand même vers ce qui doit être, parce que j'ai bien compris que là, on est quand même sur des sujets où on se pose plus trop la question, ça doit être « et en même temps, je tiens compte de mes doutes ». C'est ça qu'il va falloir réussir à résoudre comme équation, la notion de « et ». Comment effectivement j'adresse les craintes, les miennes et ceux des autres, et en même temps on ne lâche pas les objectifs. Si je m'arrête déjà avec tout ce que j'ai dit, Simon, qu'est-ce que ça t'inspire? Le côté doute, quand on est entrepreneur, entrepreneuse aujourd'hui, qu'on se lance un petit peu dans l'inconnu, on l'a tous connu. Moi, ça me rappelle des nuits à réfléchir à comment je vais trouver la solution le lendemain. Ça me rappelle des semaines de 70 heures, 80 heures, alors qu'on m'avait vendu que d'être chef d'entreprise, je pourrais prendre les vacances quand je le souhaiterais et que j'aurais la belle vie. Ça me rappelle aussi d'être isolé dans le besoin de motivation. C'est assez simple en fait de se retrouver tout seul, et lorsqu'on n'a personne qui nous soutient dans ce besoin de motivation, les réponses qu'on trouve ne sont jamais des bonnes réponses. On a toujours tendance à aller très très vite dans le pessimiste, et donc il a fallu un peu hacker le cerveau et lui répéter 1000 fois par jour: tu vas y arriver, tu vas y arriver, tu vas y arriver, des exercices comme ça. Et en fait, c'est exactement ça, quoi. Surmonter les craintes, c'est-à-dire qu'on va y arriver. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver, mais ça fait partie du cheminement de l'entrepreneur. Oui, c'est ça. Et on va y arriver, oui, bien sûr, on ne va pas se dire on ne va pas y arriver, mais pas en mettant la crainte dans son mouchoir, dans sa poche avec son mouchoir par-dessus. Voilà. Je ne peux pas développer plus que ça, mais c'est vraiment savoir travailler avec les peurs, en fait. Et au contraire, en faire une force, parce que derrière, il y a de très bonnes idées qui se cachent, en vrai. Donc, il ne faut surtout pas les mettre sous le tapis. Bref. Mais tu as raison, il y a eu un moment où j'ai arrêté de vouloir cacher les peurs pour être un peu le chef d'entreprise super, et de partager avec les autres. Et en fait, tout le monde a les mêmes peurs. Et à partir du moment où je les ai partagées, il y a un poids en moins qui te permet justement de pouvoir beaucoup plus facilement évoluer et d'avancer. Bien sûr. On va sortir aussi de la notion de, comment dire, la posture unique, posture d'expert. C'était de là qu'on était parti dans notre discussion. Être à l'aise avec le on ne sait pas, parce que sinon on ne peut pas faire du nouveau. On croit qu'on fait du nouveau, on va faire du vieux si on sait. Donc la pure posture d'expert ne peut pas être qu'aidante, en fait. Donc être à l'aise avec l'incertitude et cette notion, on en discutait, de ne pas vouloir à tout prix savoir prendre les bonnes décisions, mais plutôt être dans un entrepreneuriat, si je repars sur ta notion, agile. Donc, un entrepreneur agile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Encore une autre petite notion clé, c'est la notion de test and learn, la notion de essai-erreur. C'est-à-dire dans quelle mesure, effectivement, on va être capable pas forcément d'avoir pris la bonne décision, mais ce qu'on appelle en agilité faire des sprints courts et très vite de corriger. Donc, c'est toute une autre façon d'être entrepreneur quand on est dans des notions de transformation, cette notion d'agilité, sprint court, essai-erreur, test and learn, on corrige. Dans le métier de gestion de patrimoine, ça doit être très certainement la même chose dans vos métiers. Il y a une difficulté, c'est qu'on est des experts techniques et on doit aussi être des chefs d'entreprise. Donc, en fait, on doit cumuler deux métiers. L'expert technique, il est bon. Il fait son job au quotidien, il répond à un besoin, mais le chef d'entreprise doit être capable d'anticiper les enjeux de demain. Et il faut se donner le temps et les compétences pour être chef d'entreprise quand on est expert technique et à son compte. Et c'est vraiment cette difficulté-là. Depuis maintenant 2019, j'aime bien dire qu'on traverse une crise de transition. Une crise géopolitique, sanitaire, alimentaire, économique. Il y en a encore plein d'autres qui vont arriver. Et en fait, on ressort de là avec une certitude, c'est que si on veut enchaîner les crises sereinement, on doit être agile. C'est effectivement une très bonne écoute et être porteur de sens, on l'a dit tout à l'heure. C'est aussi, et après je te donne la parole Simon, pas oublier, on a dit, d'embarquer le client final. Le client final ne doit pas, enfin, je ne fais pas vos métiers, mais vu de l'extérieur, il me semble que le client final ne doit pas être celui qui doit suivre docilement
les experts que vous êtes. Ça serait dommage que de le cantonner à ça, vu de ma petite chaise. Ça doit être un acteur qui pousse lui aussi. Donc, comment je transforme cet acteur final, cet client final, pardon, pas mais cet acteur, oui, en acteur qui pousse et qui soutient le changement lui aussi? Comment je l'embarque? Avec beaucoup de patience, avec beaucoup de compréhension. Moi, je vais prendre l'exemple d'Origami parce qu'aujourd'hui, on a créé une sorte d'incubateur pour les CGP qui souhaitent devenir CGP responsables. Et on se rend compte en fait qu'il faut dans un premier temps déconstruire. Et c'est très difficile lorsque vous avez comme acquis pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans des certitudes, de voir arriver quelqu'un qui peut-être même est plus jeune que vous et vous dit, bon, bah ça aujourd'hui, c'est plus d'actualité. C'est vraiment, on le ressent comme une attaque personnelle. Et là, la personne qui initie le changement en face de vous doit comprendre que vous n'êtes pas réfractaire à sa proposition, mais doit comprendre, tiens, où est-ce que je vais commencer pour déconstruire? On le fait avec nos partenaires, on le fait avec nos collaborateurs. Et avec les clients, c'est encore plus vrai parce qu'on va devoir dire à des clients qui ont l'envie de faire quelque chose de responsable que, bah oui, mais là, les investissements que vous avez depuis 10 ans, ils ne le sont pas en fait. C'est une fausse communication. Si on regarde le score de Deep Invest, regardez, on n'y est pas du tout. Et donc, il ne faut pas qu'ils le prennent comme une attaque. Il ne faut pas qu'ils pensent qu'on est en train de leur dire c'est nul. Là, vous avez complètement raté. Mais il faut leur expliquer qu'il y a des choses qui changent et qu'aujourd'hui, le seul moyen de s'adapter, c'est de remettre en cause ses croyances régulièrement et d'accepter de ne pas savoir, comme tu le disais. Et ça demande encore une fois quelque chose qui n'est pas aujourd'hui appris dans nos métiers. Appris dans vos métiers, c'est cette pédagogie de compréhension des résistances de l'autre. Et tu parlais de patience, et effectivement, ça introduit mon troisième et dernier point pour ce matin, ces 10 minutes. C'est qu'effectivement, il est question d'accompagner une transformation dans la durée. D'accord. Et donc, c'est d'autres clés que le perfectionnisme ou l'envie Moi, je suis cliente d'un gestionnaire de patrimoine. Et j'ai poussé le fait de dire j'aimerais bien avoir quand même des investissements personnels qui sont un peu plus durables. Et en fait, je me suis vite fait blackbouler parce que je n'avais pas prévu de dire ça, mais effectivement, parce que bah non, je ne le dirai pas, mais effectivement, bah, je pousse quand même à la rentabilité aussi de mon portefeuille, enfin voilà. Et très vite, bah, mon interlocuteur a lâché en face en disant oui, bon, on est d'accord qu'on lâche un peu ce côté investissement durable, etc. Et je n'ai pas eu de répondant, en fait, je vous le dis tout à fait sincèrement, parce que oui, je veux du résultat. On parlait du « et » tout à l'heure. Et il n'a pas su me raconter une histoire ou me rassurer ou m'emmener dans quelque chose qui est peut-être qu'il va y avoir quelque chose qui ne va pas être tout de suite. Et donc là, on est dans cette histoire de durée. Mais j'ai bien entendu votre souhait d'être dans quelque chose de durable et de sain. Bah non, en fait, il a tout lâché. Bon, je referme la parenthèse. Je me suis dit, mince, c'est... Voilà. Je m'en connais une soixantaine qui peuvent répondre à tes besoins si jamais. Bah écoute, on va peut-être en parler après, effectivement. En tout cas, effectivement, la notion d'accompagner dans la durée, donc lâcher effectivement le résultat immédiat tout en étant dans un « et », il y a quelque chose qui va se cacher derrière. Donc, accompagner dans la durée, c'est savoir se satisfaire de petites victoires d'étape. C'est avoir un engagement effectivement personnel aussi, que je ne vais pas développer. J'anime une newsletter qui s'appelle « Rester engagé sans se brûler les ailes », c'est pas pour rien. Comment effectivement on a un sain engagement par rapport à une cause. Et puis aussi, une autre clé que j'avais envie de partager, c'est que pour tenir dans la durée, faut être créatif, il faut être innovant. Et il faut aussi faire émerger des acteurs dont la mission, justement, sera de faire tenir les choses dans la durée, moi, je pense. Des endroits où, et on va du coup résumer ce qu'on a dit depuis le début, on est en capacité de se dire les choses, de co-construire, de poser les doutes, d'oser partager les difficultés et de créer du nouveau. Et plutôt que de lutter contre l'ancien, ça aussi c'est une clé, plutôt que de passer du temps à lutter contre l'ancien, c'est créer du nouveau, vraiment. Mettre toute son énergie là-dessus. Tu veux dire quelque chose? Je vais faire porte-parole du groupe de CGP que je représente aujourd'hui. Tu parles d'histoire, c'est ce qu'on attend de nos partenaires, nos fournisseurs, notamment sur la partie SCPI. On aime bien avoir des gens en face de nous qui comprennent pourquoi on en est arrivé là, qui soient capables de nous raconter une belle histoire, mais une histoire aussi d'intentionnalité, de vouloir faire quelque chose de durable et moins dans le côté opportuniste commercial.
On parle de créer des cercles. Lorsque moi, je me suis lancé dans le monde de la finance responsable, on est 2017-2018, on est encore loin malheureusement de ce dont on parle aujourd'hui, et on a le sentiment d'être isolé. On dit, je suis tout seul, je suis en réunion de CGP, je parle de performance environnementale, sociale. Bon, voilà, il y a pas mal de réactions qui arrivent. Et donc, on décide de trouver des personnes qui partagent nos valeurs. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que j'ai rejoint les acteurs de la finance responsable à l'origine. Et ça, c'est à nous de le faire, c'est à nous de l'initier. Et peut-être que la réponse demain de l'isolement ou du manque de cercle, c'est que c'est à nous de le créer, ce cercle-là. Et le dernier point qui me semble important, et là aussi je me fais le porte-parole des CGPAFR, on a l'habitude, surtout dans le monde de la finance, de vouloir tout très vite, rapidement. Et en fait, on se rend compte que ça, ce n'est plus possible aujourd'hui pour quelque chose de tenable et de souhaitable. Et on essaye de justement trouver maintenant des solutions qui sont des solutions dans le temps long. Nous, on doit l'initier auprès de nos clients, notamment sur des questions de liquidité, mais aussi on doit l'initier auprès de nos partenaires et leur dire que si vous voulez quelque chose de durable, sur 3 mois, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Résultat de ces votes de CGP. Alors, le troisième, c'est Novaxia Neo, qui a déjà eu son... Alors, attendez voir. Est-ce que j'ai... Oh, il n'en reste plus beaucoup. Mais... Merci beaucoup. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Votre message, a priori, semble passer. Et puis, le numéro 2, alors c'est pour une SCPI qu'on n'a pas vue encore dans le palmarès, de la maison Urban Premium, Urban Cœur Commerce, qui est donc spécialisée sur la partie commerciale. Venez, je vous en prie. Cœur Commerce est ici. Voilà. Et puis ben, on va regarder quel est le numéro 1 de ce podium, et qui est donc Advenis avec la SCPI Elialis. Alors, je ne sais pas, voilà. Hop là. Merci à vous. Partez pas, je voulais vous poser 2-3 questions quand même. On n'a pas eu l'occasion d'échanger. L'idée, c'était on a entendu la durabilité. Qu'est-ce que vous mettez en place côté Elialis pour décliner et parvenir à décrocher cette première place? Eh ben, avec la SCPI Elialis, donc qui est une SCPI de bureau qui investit principalement en Espagne, notre stratégie, c'est de s'appliquer les mêmes exigences qu'on retrouve en France, notamment les exigences réglementaires du décret tertiaire. Donc, c'est vraiment la façon dont on travaille. Et ensuite, au quotidien, les équipes ESG qui travaillent en collaboration avec les gérants et qui ont un contact aussi direct avec les property managers. Ça, c'est très important. On ne passe pas par des intermédiaires. On a vraiment une équipe ESG qui s'implique concrètement, opérationnellement dans la gestion des fonds. Et il y a un relais du coup au niveau du siège, enfin au niveau des dirigeants sur cette thématique de durabilité. Exactement. En fait, l'équipe ESG appartient à l'équipe développement durable finalement du groupe Innovadis Advenis. Donc, c'est vraiment des engagements de la SCPI qu'on retrouve dans la stratégie RSE du groupe finalement. Donc, il y a vraiment une implication de tous les acteurs du groupe. Ok, très bien, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je crois qu'on en a terminé. Hop, je reprends mon micro. On va terminer parce qu'une fois qu'on a dit qu'il y avait des SCPI qui étaient durables, il y avait des véhicules qu'on pouvait commercialiser, il faut avoir un distributeur éventuellement pour les commercialiser. On est ravis d'accueillir Alphase pour l'occasion, Caroline Pasquereau, qui est la directrice marketing et communication. Absolument. L'idée, c'était aussi de dire, on a vu que la durabilité, on peut la faire, il y a des produits qui existent, comment est-ce qu'on la décline? Alors, comment on la décline? Merci beaucoup pour l'invitation. Nous, on est ravis de s'associer à cet événement pour plusieurs raisons. Alors, je ne vais pas revenir sur les mots-clés qu'on a entendus. Durabilité, qui est le premier, a priori quand même. Responsabilité, des histoires, donner du sens. Vous avez parlé beaucoup aussi des histoires qu'on pouvait créer autour. Nous, la vocation d'Alphase, c'est au-delà de l'offre que l'on peut apporter, qui sont donc vos produits, c'est de les apporter avec un accompagnement aussi. Donc, c'est le mot que j'ajouterais sur la vocation et
et la volonté d'Alféis, c'est l'accompagnement pour les conseillers en gestion de patrimoine sur vos produits. En 2 mots, Alféis, c'est une plateforme d'architecture ouverte, une plateforme digitale, multiclasse d'actifs. On va vraiment parler que de la SCPI aujourd'hui, mais on fait du compte-titre, du PEA, de l'assurance et de l'immobilier, bien entendu, et de la SCPI. Notre atout, la valeur ajoutée en complémentarité avec Deep Invest, qui va proposer des services pour vous aider dans votre portefeuille, l'allocation, comment choisir, puisqu'il y a une vraie vertu effectivement de mieux faire différemment en tout cas. Nous, on va pouvoir accompagner avec les outils que va mettre en place Marc, le parcours de souscription. Donc la souscription digitale avec Actine, donc, qui est notre outil de souscription digitale pour les personnes physiques, les personnes morales, en souscription simple, multi-souscription. Attention, scoop, démembrement d'ici à peine un mois. On vous l'a promis depuis un certain temps, tant au niveau maison de gestion qu'au niveau CGP. Donc, ça arrive très prochainement. Ils sont en cours de développement. Oui, ça arrive vraiment. En cours de développement et quasiment en recette. On va pouvoir proposer effectivement le démembrement qui est effectivement très utilisé, que vous proposez quasiment tous. Cet outil de souscription propose un parcours réglementaire intégré. Vous parliez effectivement tout à l'heure aussi des contraintes qui sont les vôtres, tant en tant que CGP, en tant que maison de gestion. Donc, les parcours sont entièrement intégrés. Il n'y a plus de stop and go. Enfin, le parcours est entièrement digital, ce qui simplifie tout le process pour les CGP et pour les maisons de gestion, puisqu'on s'occupe effectivement de la relation avec vous. Et le CGP, une fois qu'il a validé sa souscription, tout est embarqué. Ça, c'est sous notre outil Actine. Et ensuite, on a des éléments qui sont des outils qui sont complémentaires à ce que propose Marc dans l'avant-vente, la comparaison, la simulation. Je sais que Marc les propose de façon très poussée. Nous, on les propose en avant-vente sur des documents que vous allez pouvoir exporter, proposer à vos clients pour vous aider dans l'allocation de votre portefeuille et d'avoir un rendu qui va permettre de bien choisir les SCPI, puisque si on est là aujourd'hui, moi, j'ai le plaisir de me dire que dans l'offre que l'on propose, j'ai vu dans tout le palmarès seule une SCPI, je ne citerai pas, qui n'est pas encore dans notre offre ou qui n'est pas en cours de référencement. Aujourd'hui, on fait un lancement, la SCPI Transition Europe d'Arkea. Voilà, elle va être lancée aujourd'hui officiellement. On en a encore 2 autres à venir. Donc on est ravis de pouvoir accompagner aussi dans tout le processus de souscription digitale des SCPI qui, bien entendu, font écho et qui s'inscrivent dans une durabilité. Voilà, donc merci beaucoup à vous. Merci Caroline. On a presque fini, on a un petit peu débordé, mais pas tant que ça, donc on est plutôt quand même pas mal. Je vais demander, alors il me faut, Cédric, si tu veux bien, c'est la dernière partie, on va tirer au sort, parce qu'en fait, les CGP qui ont voté, ils avaient le droit quand même à des petites récompenses, parce que sinon, ce n'était pas drôle. Donc, ils vont avoir le droit de la musique. L'idée, c'est de tirer 5 cartes. Ces 5 cartes vont avoir droit à un abonnement pendant 1 an à Deep Invest, abonnement aux AFR, pour quand même qu'ils deviennent des CGP responsables, s'ils ne le sont pas encore, et puis aussi l'info durable, ils seront inscrits automatiquement. Allez, à toi de jouer, 5, et je vais donner les noms comme ça. Alors, c'est Gérard Monnier, premier, toc. Deuxième, Yacine Frelon. Troisième, Daniel Fauconnier. Je donnerai les noms des cabinets après. Hein. Louis Mélina et puis Richard Emmerich. Merci beaucoup Cédric de cette main innocente. Bravo à tous. C'est fini. Pas mal en termes de timing. Les petits cafés à attendre si vous avez le temps pour échanger. Surtout à tous les disponibles. Vous être mis en replay et il y aura aussi des petites vidéos de 2-3 minutes qui seront mis à votre disposition. Merci à tous.